Retrouvez en commentaire épinglé un code pour bénéficier de 5 € de réduction sur votre première commande et un autre code pour bénéficier de 10% de réduction sur toutes les commandes suivantes. Plus d'informations dans cette vidéo. 154 à 44. Non, ce n'est pas le score d'une équipe de basket qui aurait totalement écrasé une autre. C'est la différence de points entre 2023 et 2024 chez Aston Martin, au même stade de la compétition. 110 points de moins. C'est une sacrée claque pour Fernando Alonso et son équipe. Mais malheureusement pour eux, c'est quelque chose qu'on sentait venir depuis un petit moment. L'écurie de Lawrence Stroll est en baisse de régime depuis la deuxième partie de saison dernière. Leur dernier podium remonte au Grand Prix du Brésil. Ils le doivent en grande partie à Fernando Alonso des grands jours. Ils ont terminé 5e l'an dernier, et ce n'est pas une surprise de les voir à nouveau à cette position cette année. Mais en 2024, on les sent tout de même beaucoup plus en difficulté. À quelques reprises, ils étaient capables de faire illusion, d'aller titiller un petit peu les écuries devant eux. Mais là, c'est tout de même décevant. Alonso n'est plus rentré en Q3 depuis le Grand Prix de Chine. Pour Stroll, c'était en Australie. Et ils ont toutes les peines du monde à se hisser dans le top 10, à tel point qu'ils sont sous la menace des Racing Bulls désormais. C'est d'autant plus frustrant pour eux qu'ils ont amené de grosses évolutions à Imola, visiblement des évolutions qui n'ont pas porté leurs fruits. De toute évidence, il y a des lacunes techniques dans cette écurie. Et on évoque même la signature d'un personnage bien connu de la Formule 1, qui pourrait tout changer dans leur structure ces prochaines saisons. Comment expliquer les difficultés d'Aston Martin aujourd'hui ? Doit-on s'attendre à un retour en force à un moment donné, ou bien est-ce que ce sera définitivement une saison très compliquée ? Une chose est sûre, Fernando Alonso va avoir besoin d'un petit remontant pour digérer cette descente aux enfers. Et oui, souvenez-vous qu'il y a quelques semaines, il a signé une grosse prolongation de contrat. Mais ses contre-performances ont l'air de lui avoir donné un gros coup sur la tête, et il n'est plus vraiment lui-même ces derniers temps. À Monaco, il fait P11, mais il croyait fermement avoir terminé à la 10e place, alors qu'il a roulé à la même position quasiment toute la course. Peut-être était-ce un coup de chaud pour lui, après tout ce serait normal après avoir roulé 71 tours ultra ennuyeux sans pouvoir tenter un seul dépassement. Mais j'espère pour lui que ça va mieux, et qu'il s'est bien hydraté après la course, avec une boisson bien fraîche, saine et parfaite pour la récupération sportive. Je vous parle bien entendu de mon partenaire sur cette vidéo, Oli, la révolution des soft drinks. Oli est un partenaire historique de cette chaîne, qui propose tout un tas de boissons saines et surtout rafraîchissantes. Énergisantes pour celles et ceux qui ont besoin d'un boost, des thés glacés juste pour se détendre, et électrolytes pour bien récupérer après une grosse séance de sport. Le tout évidemment sans taurine, sans sucre et sans caféine. Au programme, vous avez à peu près toutes les saveurs possibles et imaginables. Personnellement, j'en ai testé un paquet, mais je suis plus team pêche blanche. Je trouve ça super rafraîchissant. Pour moi, il y a deux catégories de produits qui sont vraiment top. Premièrement, la gamme hydratation. Une boisson isotonique aux saveurs explosives avec de l'eau de coco et des électrolytes. C'est vraiment super pour la récup, je le conseille. Surtout avec les beaux jours qui arrivent, ça peut être super sympa de boire ça après un running pour joindre l'utile à l'agréable. Je vous conseille aussi les packs découvertes. Ça vous permet de vous faire une idée sur à peu près tous les produits si vous ne savez pas quoi acheter. Par la suite, si vous voulez en commander davantage, vous pouvez vous procurer un gros pot comme celui-ci, équivalent à 50 canettes. Ça vous revient à peu près à 80 centimes la portion. Donc c'est généralement moins cher qu'en grande surface, et évidemment d'un point de vue écologique c'est top. Alors n'attendez plus, utilisez le lien dans la description ou en commentaire épinglé pour réaliser votre commande. Et entrez le code promo PADOC5 pour profiter de 5 € de réduction sur votre première commande. Et si vous en voulez encore, le code PADOC vous offre 10% de réduction sur vos commandes suivantes, à l'infini. En utilisant ces codes, vous soutenez directement la chaîne financièrement, et je vous en remercie sincèrement. Merci à Oli de m'avoir accompagné aujourd'hui, et on est parti pour le reste de la vidéo. Premièrement, comment expliquer une telle différence au classement pour Aston Martin entre 2023 et 2024 ? Parce que perdre 110 points en l'espace d'un an, ça montre qu'il y a quand même de sacrés dysfonctionnements. Déjà, il faut comprendre que si Aston Martin était aussi performant l'an dernier, c'est d'abord grâce aux déconvenus de ses concurrents. En début de saison l'an dernier, Ferrari était très loin du compte, et McLaren je n'en parle même pas, ils traînaient leur spleen en fond de grille. Pendant l'intersaison 2023, Aston Martin a totalement changé sa voiture, et ils ont su exploiter les règlements de la meilleure des façons. Portés par une équipe technique renouvelée, avec leur directeur Dan Fallows en tête de file, ils ont créé une voiture solide, qui prenait des inspirations un petit peu partout, Red Bull, Mercedes, mais également Ferrari. Ils ont aussi pu compter sur un Fernando Alonso absolument extraordinaire. En 2023, il fait une saison très solide, puisqu'il termine 4e au classement, alors que son écurie finit seulement 5e. Avec un autre coéquipier que Lance Stroll, ils auraient certainement pu jouer un peu plus haut. Mais ce qu'a fait Alonso à ce moment-là était tout simplement très impressionnant. Autre chose, leurs infrastructures ont grandement évolué. Lawrence Stroll effectue des investissements très conséquents depuis qu'il a pris le contrôle de l'équipe, et ça s'en ressent à tous les niveaux. Ils ont des équipements de top qualité, mais aussi des employés qui ont fréquenté les meilleures écuries du plateau. Pourtant, Aston Martin n'est pas encore prêt à se battre pour le championnat, et ça n'a rien d'étonnant. Pour continuer sur les infrastructures, ça avance bien, très bien même, mais tout n'est pas encore en place pour avoir ces ambitions-là. Ils ont pour moi deux grosses limites. Premièrement, leur soufflerie, qui n'est pas encore opérationnelle. Aston Martin utilise actuellement la soufflerie de Mercedes, qui n'est pas située très loin de leurs quartiers généraux, mais aujourd'hui, investir dans du matériel dernier cri est un aspect crucial pour jouer le titre en Formule 1. McLaren l'a très bien compris, et c'est exactement pour cette raison qu'ils construisent aujourd'hui leur monoplace grâce à leur propre soufflerie, qui a été inaugurée l'an dernier. Auparavant, ils utilisaient celle de Toyota, en Allemagne, et ce n'était pas très pratique d'un point de vue logistique.
Aston Martin construit elle aussi sa propre soufflerie, mais elle n'ouvrira qu'à partir du troisième trimestre de cette année. Et encore, Dan Fallows estime qu'elle ne sera 100% prête qu'en fin d'année. La voiture de 2025 devrait donc en partie être développée dans leur propre base, et ils espèrent voir des résultats après ça. La deuxième limite, c'est le moteur Mercedes. Aston Martin estime que travailler avec eux ne leur permet pas d'exploiter le potentiel de la monoplace à 100%. Les groupes moteurs ont tous une base similaire, mais la manière dont ils sont fabriqués diffère d'un fournisseur à l'autre. La façon dont cette monoplace est fabriquée nécessiterait un positionnement du groupe moteur très particulier, qui n'est pas possible tant que Mercedes sera leur fournisseur. Alors vous allez me dire qu'il y a le contre-exemple McLaren, qui a réussi à performer très bien avec ce groupe moteur. Mais la conception de la voiture est aussi différente d'une écurie à l'autre. Dan Fallows vient du groupe Red Bull, et peut-être qu'il a une vision des choses très spécifiques. Aston Martin va travailler avec Honda à partir de 2026, en exclusivité, et Lawrence Stroll espère que ça va leur permettre de se battre pour le titre. Il y a tellement d'interrogations autour des nouveaux règlements de 2026 que je demande à voir. Tous ces facteurs expliquent la baisse de forme d'Aston Martin depuis un an, mais plus concrètement, il y a également pas mal de ratés cette saison, qui ne nous offrent que peu d'optimisme pour la suite. Lors du Grand Prix d'Imola, Dan Fallows et son équipe ont apporté énormément d'évolutions sur la voiture. Il y en a partout, sur l'avant de la monoplace, sur le plancher, il y a une nouvelle suspension arrière aussi. Comme à peu près tout le monde, l'objectif était d'améliorer l'équilibre aérodynamique de la monoplace. Le bilan de ces améliorations est mitigé, c'est le moins qu'on puisse dire, même si je pense que le week-end d'Imola n'est pas 100% révélateur de leur potentiel. La plupart des autres écuries ont elles aussi apporté des évolutions, et peut-être qu'elles ont simplement été meilleures qu'Aston Martin à ce jeu-là. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ce que disent Alonso et Stroll à ce sujet. Stroll estime que les évolutions ne sont tout simplement pas à la hauteur de leurs concurrents, et qu'ils doivent travailler beaucoup plus pour espérer jouer dans le haut de tableau aussi. Alonso lui est resté un petit peu plus mesuré. Il pense que c'est trop tôt pour juger la performance réelle de ces évolutions, et il a hâte de pouvoir tester ça sur d'autres circuits, à Montréal, à Barcelone sans doute, parce que Monaco ce n'est vraiment pas le meilleur pour tester leur qualité. Tout de même, ça ne sent pas très bon tout ça. Depuis plusieurs mois, Aston Martin se trompe beaucoup dans ses évolutions je trouve. Et même le team principal, Mike Krack, admet que la voiture est aujourd'hui très difficile à piloter. Ça s'en ressent dans la conduite de Fernando Alonso. Lui qui est d'habitude si performant et régulier est vraiment dans le mal en ce moment. Par exemple, à Imola, il est parti à la faute lors de la troisième séance d'essai libre, et sa voiture était grandement endommagée. Il est le premier à dire qu'il n'est pas en super forme, et qu'il doit conduire mieux que ça. Mais pour un pilote aussi expérimenté, qui ne part quasiment jamais à la faute, c'est tout de même inquiétant pour Aston Martin qu'il se retrouve dans de telles situations. Non pas parce qu'il est mauvais, mais parce que ce genre de problème est sans doute causé par une monoplace super instable. Alonso a prolongé son contrat avec Aston Martin jusqu'en 2026, au moins. Et c'est évident qu'il doit se demander s'il a pris la bonne décision. À mon sens, c'était tout de même l'option sur le marché qui lui offre le plus de garanties sportives et contractuelles. Il sait que le chemin vers la victoire sera long. Ce qu'ils ont vécu ensemble l'an dernier relève presque du miracle. Il reste malgré tout un élément extrêmement important du projet. Pour Aston Martin, 2024 et 2025 pourraient être des années compliquées. Mais j'espère quand même qu'ils iront mieux lorsque leur nouvelle soufflerie sera fonctionnelle. Pour relever la tête, Aston Martin doit apporter un certain nombre de changements à son organisation. Dans l'idéal, ce serait bien d'avoir un deuxième pilote un peu plus compétitif. Recruter Carlos Sainz donnerait un line-up de fou. Et franchement, voir Yuki Tsunoda là-bas, je signe direct. Mais Lance Stroll a les cartes en main, comme d'habitude. Alors on espère qu'il amènera quelque chose, sait-on jamais. Mais à côté de ça, Aston Martin se cherche un directeur technique. Dan Fallows remplit ce rôle aujourd'hui, mais ils aimeraient bien lui imposer une sorte de supérieur hiérarchique. Quelqu'un en charge de superviser tous les départements techniques. On sait que Lawrence Stroll fait tout son possible pour recruter Adrian Newey, qui lui s'est dit ouvert à une nouvelle expérience en F1 l'an prochain. Si ce recrutement échoue, le plan B serait ce bon vieux Mattia Binotto. Et oui, il est en discussion avec Aston Martin. Et si l'on en croit les informations de la Gazzetta dello Sport, il aurait eu une réunion avec eux dans leur motorhome, à Imola. Aujourd'hui, Binotto travaille pour l'entreprise italienne Texa, le leader mondial en ce qui concerne les appareils de diagnostic de véhicules. Il est le directeur là-bas, mais le voir traîner dans le garage d'Aston Martin nous montre qu'il pourrait être intéressé par un retour en Formule 1. Il faut dire que son aventure dans la discipline ne s'est pas très bien terminée. On se souvient tous de cette altercation avec Charles Leclerc, où il le pointe du doigt, ou encore de certaines déclarations dans les médias qui ne semblaient pas aller dans le sens de la réalité. Binotto est le symbole des échecs récents de Ferrari, notamment d'un point de vue stratégique, mais aussi dans le développement, qui n'a pas été à la hauteur de Red Bull en 2022, alors que c'était très serré au début de la saison. Pourtant, je trouve personnellement qu'il est assez sous-estimé. De toute évidence, il n'était pas fait pour ce poste de team principal. Et on se rend compte aujourd'hui que Fred Vasseur coche davantage les cases pour ce job que lui, ça tout le monde en a conscience. Mais rappelons tout de même qu'il a passé 25 ans chez la Scuderia, ce n'est pas rien, et qu'il a gravi les échelons petit à petit. Il est passé de stagiaire à patron de l'écurie la plus prestigieuse de la F1, et ça il le doit à son travail. Surtout, ses compétences techniques ont été saluées par l'ensemble des observateurs. Il a supervisé le développement des moteurs de l'équipe au milieu des années 2010, ce qui a permis à Ferrari de se rapprocher de Mercedes à ce moment-là. Et en tant que directeur technique, les monoplaces qu'il a développées entre 2016 et 2018 étaient loin d'être ridicules. Même en tant que team principal, il y a du positif, puisqu'il a réussi à rectifier le tir après cette saison 2020 absolument atroce. Ils ont progressivement retrouvé le haut de tableau. Ils le doivent aussi à Binotto. Pour toutes ces raisons, le recruter chez Aston Martin me semble être une bonne idée.
Il a une très grosse expérience, surtout sur les groupes moteurs, et on sait que c'est un élément très important au vu de la révolution réglementaire de 2026. En conséquence, j'espère personnellement revoir ce bon vieux Mattia Binotto en Formule 1, avec cette fois-ci un rôle de l'ombre, moins exposé médiatiquement, qui correspond certainement davantage à ses qualités. Reste à voir maintenant si c'est son objectif, et s'il se sent suffisamment épanoui dans sa nouvelle vie. Quoi qu'il en soit, Aston Martin a beaucoup de travail pour remonter la pente, et ces prochaines semaines seront décisives pour Lawrence Stroll, pour déterminer si oui ou non, les investissements réalisés jusqu'à présent valent le coup. C'est terminé pour cette vidéo les amis, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous attends en commentaire pour me donner votre avis sur la situation d'Aston Martin aujourd'hui. Est-ce que vous les croyez capables de remonter la pente cette saison, un peu comme McLaren l'an dernier? Et est-ce que vous validez le choix Mattia Binotto chez Aston Martin? Moi je lirai tous vos commentaires très attentivement. Avant de se quitter, pensez à liker cette vidéo s'il vous a plu, et bien sûr à vous abonner pour me donner un maximum de soutien et de visibilité. On va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.